présenter le Nebula Cosmos Laser 4K, qui est en fait un projecteur portable. Et je dis pas ça uniquement parce que il y a une anse qui permet de le porter, simplement parce que vous pouvez l'emmener partout et que Nebula a conçu ce projecteur pour être utilisé à peu près partout. Mais attention, portable ne veut pas dire avec batterie. Dans ce cas-ci, en tout cas, il faut l'alimenter avec une prise. Et l'animal, il est assez lourd, hein, donc il pèse plusieurs kilos. Donc ne pensez pas pouvoir vous balader dans le parc avec ça comme un sac à main. Ça va pas fonctionner. Alors, au-delà de ça, le projecteur, il est quand même assez beau, hein. C'est une belle finition, aspect métallique. Bon, c'est du plastique, hein, mais c'est une belle finition. On est sur du haut de gamme ici. Il est globalement assez joli. Bon, maintenant, un projecteur, ça ne doit pas forcément être joli, mais si vous voulez mettre quelque part chez vous sans en avoir honte, je pense que celui-là, ça fonctionnera. Alors, à l'avant, on a un gros bloc optique avec des capteurs qui permettent de régler le focus et la correction par trapèze. Tout ça est automatique, je montrerai ça plus tard. Il y a un gros bloc optique. Derrière tout ça, c'est un DLP, le DMD 047 qu'on retrouve sur pas mal d'autres projecteurs comme le XGIMI Horizon ou le Xiaomi Smart 2 Pro. La différence entre ces projecteurs et celui-ci, c'est que celui-ci est un laser et que la luminosité est beaucoup plus importante que sur les deux autres projecteurs que je viens de citer. Je reviendrai là-dessus également aussi plus tard dans le test. Alors passons à l'arrière. À l'arrière, il y a une curiosité, à savoir qu'il y a ici un tiroir derrière lequel se trouve un dongle. Un dongle qui est livré évidemment avec le projecteur. Ce dongle, c'est ce qui rend le projecteur entre guillemets intelligent avec une version d'Android TV. Donc Android TV est installé sur ce dongle. Si vous le retirez, vous pouvez continuer à utiliser le projecteur, mais uniquement avec une source en HDMI, parce qu'il n'y a plus la couche intelligente Android TV. C'est un choix vraiment bizarre, j'ai jamais vu ça sur un projecteur. Habituellement, les projecteurs Android sont Android de base et il ne faut pas rajouter quoi que ce soit. Ici, ce dongle permet d'avoir Android séparément du projecteur. Alors, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Le fait est qu'ils l'ont fait. La conséquence la plus directe, c'est que la télécommande fonctionne pour le dongle et pas pour le projecteur. Donc on a deux sets de commandes différents, donc ça c'est très embêtant. Par contre, bon, je me suis quand même plaint pas mal à Nebula pour obtenir une solution à ça, et j'imagine que j'étais pas le seul. Ils ont fini par trouver une solution pour que la télécommande gère les deux. Et on verra les conséquences que ça a sur l'utilisation du projecteur. Alors je reviendrai sur cette partie-là plus tard. Au niveau connectique, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a en dessous un port HDMI et un port USB. Et c'est une sortie son, audio jack classique qu'on trouve à côté. Et une prise de courant, en fait, complètement. Alors, c'est pas tout. Le projecteur a un pavé tactile, qu'on voit ici, qui permet de naviguer dans la partie projecteur du projecteur. Ça peut paraître curieux de dire ça, mais en fait, comme je disais, il y a un dongle qui gère la partie Android TV, mais il y a une logique propre au projecteur qui se trouve là-dedans. Alors, ça n'empêche pas d'utiliser le projecteur, ça n'oblige pas de l'utiliser avec le pavé tactile. Par contre, ici, il y a une petite roue dentée qui permet d'accéder aux paramètres. Les paramètres qui sont disponibles là-dedans ne sont pas disponibles là-dedans. Donc pour les réglages, il y a deux niveaux de réglage à effectuer. Je vous montrerai comment on effectue ces deux niveaux de réglage là. Alors voilà, donc le Nebula est un projecteur portable qui est assez lourd, il est assez joli, il est très très lumineux, on verra ça plus loin. Il a une sortie sonore assez imposante, il est très puissant au niveau sonore aussi, on le verra plus tard. Donc de prime abord, ce projecteur a l'air quand même pas mal intéressant. On va passer à une démonstration de toutes les fonctionnalités qui peuvent vous intéresser. Et si vous avez des questions après, vous les posez dans les commentaires. Merci. Alors, en introduction de la vidéo, je parlais de la télécommande. La voici. Alors, cette télécommande est franchement très très moche. Ça donne vraiment pas l'impression d'avoir un projecteur premium, donc tout est plastique. C'est pas très très beau. Bon, en même temps, la télécommande ne doit pas être jolie, mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui soit assorti avec le projecteur. Alors cette télécommande comprend pas mal de fonctionnalités. Bon, évidemment l'allumage, le changement de source, l'utilisation de
l'appli vocale de Google, le paramétrage, les bookmarks, la partie live streaming TV et quelques accès directs aux services les plus connus. Ça c'est plutôt pas mal parce que ce projecteur n'a pas de problème de licence. Bon, YouTube c'est pas un problème, mais Netflix fonctionne, Prime Video fonctionne et Disney Plus fonctionne également aussi, sans ajout comme sur d'autres marques chinoises pour lesquelles il faut utiliser une solution externe pour pouvoir utiliser Netflix. Alors, cette télécommande, elle n'est pas belle, je l'ai déjà dit, mais par rapport à la génération précédente Nebula, il y a un avantage qui est quand même indéniable, c'est le relief. Les télécommandes précédentes de Nebula n'avaient quasiment pas de relief, et dans le noir, je passais mon temps tout le temps à chercher la bonne touche parce que j'arrivais pas à repérer les touches sur la façade de la télécommande. Ici, c'est plus le problème, donc ok, c'est pas joli, mais elle est pratique. Comme je l'expliquais aussi, elle peut contrôler le projecteur et le dongle en même temps en préconfiguration. Donc c'est une télécommande assez bien conçue au final. Alors voilà, on a ici l'écran principal du Nebula Cosmos Laser 4K. C'est un écran, je dirais classique, Android TV. Je vous montre d'abord ce que ça donne à la lumière du jour. Donc on voit très bien qu'à la lumière du jour, les noirs sont pas noirs du tout. Le mur blanc n'a aucun traitement, donc c'est un mur tout ce qu'il y a de plus bête et méchant. Je vais maintenant jouer avec la luminosité pour montrer en fait ce que le projecteur est capable. Donc là je suis à 24 en luminosité, je vais passer à 100, voilà. Donc je vais revenir sur l'écran d'accueil, et donc l'image est très très brillante, hein. Même en plein jour il y a moyen de vraiment regarder un film. Bon, évidemment les contrastes seront moins bons, mais c'est quand même un bon indicateur de la luminosité de ce projecteur. Maintenant je vais vous faire la même démonstration mais dans l'obscurité. Voilà, donc on est dans l'obscurité maintenant, et donc on voit que l'image est très très lumineuse, même un peu trop par rapport au téléphone. Donc j'ai juste fait un petit réglage ici, voilà, comme ça c'est mieux, on voit mieux ce qui se passe. Et là, l'expérience est quand même bien meilleure, hein. Donc les contrastes sont beaucoup plus importants, les couleurs sont beaucoup plus vives. Donc même si ce projecteur peut être utilisé en extérieur avec une luminosité pas trop abondante, l'utilisation parfaite c'est quand même encore dans l'obscurité. On n'a pas encore trouvé de projecteur qui puisse être utilisé sous le soleil ou ce genre de choses. Donc portable oui, mais dans certaines conditions. Alors, ce projecteur tourne sous Android TV, ça je l'avais déjà dit. L'interface Android TV, elle est assez classique en fait. On a sur l'écran d'accueil les raccourcis vers tous les différents services qui sont installés, les recommandations YouTube, etc. Il y a quand même quelques nouveautés. Donc il y a le menu découverte ici en haut, voilà, qui est un menu qui se personnalise en fonction de l'utilisation que vous avez de votre projecteur, et il va aller rechercher les contenus, les films principalement, par exemple ici chez Disney+, ou chez Amazon Prime en fonction de votre consommation. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a un menu app qui est en fait un résumé dédié de toutes les applications installées, de celles que vous pouvez installer, donc rien d'extraordinaire. Il y a un menu paramètres qui est en fait un menu paramètres comme ce qu'on peut trouver habituellement dans les projecteurs de ce type-là, avec tous les menus Android. Alors attention qu'au niveau réglage, c'est assez sommaire, donc il n'y a pas de réglage de l'image tel qu'on pourrait l'imaginer dans la plupart des projecteurs Android. Et en fait, c'est là où ce pavé tactile du projecteur intervient, parce que si j'appuie sur le pavé tactile, j'ai un autre menu qui apparaît, que je peux contrôler avec la télécommande, et là je peux par contre régler la luminosité, avoir différents modes de réglage d'image, avec très peu de réglages possibles. Donc ici on peut régler le contraste, la saturation et la netteté, la température des couleurs et le gamma, mais c'est assez limité. Donc
D'un point de vue colorimétrie, on ne peut pas vraiment corriger les écarts que ce projecteur pourrait avoir. Ça, c'est un peu dommage parce que la version précédente du projecteur avait beaucoup plus de fonctionnalités pour le réglage d'une image, mais pas celui-ci. Le HDR est disponible et il fonctionne plutôt pas mal. Pour le reste, bon, voilà, on a quelques réglages audio, différents modes audio également aussi. L'audio est vraiment pas mal, je le montrerai tout à l'heure. Correction d'image, alors là on a un peu de tout. Donc on a la correction par trapèze, on a la correction du focus. Donc si je bouge et que j'attends un peu, enfin je vais peut-être pas bouger suffisamment, donc on va voir si le projecteur est content ou s'il n'est pas content, mais a priori, ça c'est la protection contre le laser, voilà, donc le projecteur va faire un réglage par lui-même et va trouver le focus en quelques secondes, voilà, et l'image est de nouveau très très nette. C'est pareil pour la correction en trapèze, donc si je demande de faire la correction manuelle, il y a une correction en trapèze en 4 points, mais elle est automatique également aussi. Ce qui est particulièrement utile si vous êtes en situation de mobilité. Bon, moi, je n'utilise pas le projecteur en dehors de la salle de projection, donc une fois que les réglages sont bons, a priori, on ne touche plus aux réglages. Voilà. Donc ça, c'est un tour d'horizon assez rapide du système d'exploitation. C'est du bon Android TV, ça fonctionne très bien. La plupart des applications les plus utilisées quelque part sont disponibles directement dans Netflix, YouTube, il y a Prime Video, Disney+, etc. Tout est dedans et ça fonctionne très bien. Alors ce projecteur a un rapport de projection de 1.27, ce qui en théorie devrait vous amener à avoir une image d'une largeur d'un peu plus de 70 cm pour une distance de 1 mètre. C'est en réalité un peu plus. Donc ici le projecteur se trouve à exactement 1 mètre du mur et j'ai mesuré une largeur d'image de 82 cm. Donc ça veut dire qu'à 2 mètres, cette image devient une image de 164 cm. On ne le voit pas sur la vidéo, mais il y a sur le bord un peu d'overscan. Ça veut dire qu'il y a une petite bande grise tout autour de l'image qui occupe 1 cm autour de l'image. C'est pas beaucoup, ça se voit pas très fort, mais si vous avez un écran, vous allez devoir en tenir compte pour le placement des bordures. Alors, il y a une fonctionnalité de zoom dans le projecteur qui vous permet de diminuer la taille d'image si votre écran n'est pas assez grand pour la distance de projection. Et donc ici, on peut diminuer la taille d'image jusqu'à 50%. Attention que ça ne change pas la taille de l'image projetée parce qu'on voit toujours le gris tout autour. Donc le bloc physique du projecteur ne change pas. C'est le logiciel qui va changer la taille de l'image, ce qui veut dire que si vous la diminuez trop, vous allez perdre en qualité. Alors, ça c'est une chose importante à savoir évidemment. Le projecteur est conçu pour être placé devant le spectateur parce que les commandes sont sur le projecteur. Donc c'est pas pratique d'avoir des commandes derrière soi, mais bon, moi je le place derrière moi, il n'y a aucun problème. Chose importante à savoir, c'est qu'il faut une distance minimale de projection. Ici j'ai juste 1 mètre et je trouve que la netteté à 1 mètre est pas excellente, donc plus ou moins à 1 commence à être bonne, mais sur une distance plus courte, vous n'obtiendrez jamais une image vraiment très très nette. Donc il faut tenir compte du fait qu'il y a une distance minimale de mise au point qui doit être aux environs de 1 mètre.
30+ years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, Captain.
What is that? It's one of life's mysteries, sir. The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Alors au niveau du bruit de fonctionnement, le projecteur émet un petit bourdonnement. J'ai pas le bruit caractéristique d'un ventilateur. Si je place mon décibelmètre et si j'arrête de parler, voilà, donc le niveau de son, là je suis à peu près à 30 cm du projecteur. Et quand je me tais, le niveau de son descend en dessous des 40 décibels. C'est pas énorme, j'entends toujours ce petit bourdonnement, mais une fois que le son du projecteur tourne, il n'y a plus aucun problème. Alors maintenant, je vais tester le son venant du projecteur avec une vidéo que j'ai l'habitude de tester. Je vais présenter le décibelmètre dans la lumière, donc vous ne verrez pas l'intégralité de l'image parce que forcément il faut voir les mesures. Le son est puissant, très puissant. Même quand il est à fond, il est d'assez bonne qualité. Ça s'entendra probablement pas avec le micro du téléphone, mais au moins vous verrez sur le décibelmètre les chiffres s'affoler. Bon voilà, en fait, pendant la session, le son est monté à 102 décibels. Je suis à peu près à 20 cm du projecteur ici. Alors, bon, parfois les sons sont un peu saturés, mais si c'est un projecteur utilisé en extérieur, vous avez de quoi déranger vos voisins avec ça. Alors au niveau des contrastes, ce projecteur a un taux de contraste d'à peu près 1000.1. Bon, ici on voit pas très bien la différence parce que le téléphone que j'utilise, il est soit surexposé ou sous-exposé. Bon, ce qui est sûr, c'est que le blanc est très très lumineux avec une luminosité de 2200 lumens, enfin à peu près. J'ai mesuré ça avec mon luxmètre ici et c'était à peu près ça, donc c'est très lumineux. La partie noire, elle est un peu grisâtre malgré tout, donc ce type de contraste là est meilleur
que ce qu'on retrouve sur des projecteurs comme le XGIMI Horizon, le Mi Smart 2 Pro, etc. Mais c'est quand même pas non plus le niveau d'un Xiaomi Laser Cinema 2 qui atteint lui plus de 3000 pour un de contraste. Ici on est plutôt dans les environs de 1000. Donc c'est mieux que ce qu'on trouve j'irais à environ 1000 euros sur le marché, mais c'est quand même nettement moins bien que ce qu'on trouve à 2500 euros sur le marché, et le prix est justement plutôt dans ces eaux-là. Donc ça, c'est un peu la déception, c'est pas au niveau des autres projecteurs de ce prix-là, mais au niveau des projecteurs portables, j'ai pas encore trouvé mieux aujourd'hui, donc si c'est pour une utilisation en extérieur, c'est pas très très grave, l'image sera suffisamment belle. Pour évaluer la netteté, j'utilise mes yeux comme tout le monde, mais j'utilise également aussi ce canevas ISO 12233 qui permet de voir à quel point la netteté est bonne ou pas. Donc ça permet d'évaluer si les traits sont visibles de façon distincte sans que les traits commencent à s'en mêler. Alors ce qu'on voit ici, c'est que les traits aux extrémités des branches, notamment ici et là, sont bien visibles et distincts jusqu'à un certain point. Donc ici on arrive vers 7 où on commence à voir les lignes se mélanger. C'est pareil de l'autre côté de l'image. Alors ce que ça veut dire, c'est que bon, la netteté elle est correcte, hein. Quand on regarde une image, la netteté est bonne. C'est pas la plus grande netteté que j'ai eue jusqu'à présent, mais je dirais que c'est assez confortable. Donc ici on voit dans l'image qu'il n'y a pas vraiment de défaut majeur au niveau de la netteté. J'ai essayé de régler la netteté avec le menu de réglage d'image. Mais je l'ai mis à 0 ou à 100%, en fait la netteté ne change pas. Donc ça j'imagine que c'est quelque chose qui pourrait changer avec une mise à jour, mais pour le moment la netteté est telle que vous la voyez là, et vous ne pouvez pas la modifier. Alors les fans de calibration ne vont probablement pas beaucoup aimer ce projecteur parce que les possibilités de réglage sont assez limitées. Donc on a un mode standard, un mode vivide, soft, movie et game, avec principalement des différences au niveau de la température des couleurs. Donc movies est beaucoup plus chaleureux que standard. Et il y a un mode ici qui permet de modifier les paramètres manuellement, avec notamment la gestion de la température de couleur. Alors bon, tout ça pourquoi bon, l'image est bonne, hein, je pense que la qualité d'image, donc la netteté, les couleurs, etc. sont belles. Maintenant, elles ne sont pas correctes d'un point de vue colorimétrique. J'atteins un delta E de 5 à 6 avec très peu de possibilités de le modifier. Donc à vous de voir en fonction de la surface de projection que vous avez. Si vous devez plutôt prendre des couleurs froides comme le mode standard ou des couleurs chaudes comme le mode movie. Moi j'ai obtenu un meilleur delta E sur le mode movie. Mais ça dépendra évidemment de votre surface de projection.
cubes. Oxygen at 50%. OH&S regulations require you to avoid being incinerated by gunpoints. Having trouble locating items? Why not use your local mapping device? Alors maintenant je vais tester la consommation électrique du projecteur. Donc ici je suis sur une luminosité à 100% et j'ai une consommation assez stable entre 147 et 150 watts. Je vais diminuer la luminosité progressivement pour voir en fait où va s'établir la consommation. Donc je vais passer à 50% d'abord. Alors voilà, je suis à 50% et la consommation tombe à 70 watts, ce qui est vraiment très très bien. Et à 50%, la luminosité est quand même encore assez bonne. Maintenant, si je la diminue encore un peu plus, moi je l'avais réglé sur 24 pour ma pièce de projection qui était dans l'obscurité, et 24 c'était suffisant, et à 24 j'arrive à 65 watts. Donc ce projecteur est quand même assez économe malgré la luminosité qu'il est capable d'envoyer. Donc à pleine luminosité j'ai 150 watts, ce qui est assez raisonnable par rapport à ce type de projecteur. Et si je diminue de moitié, je tombe à 70 watts. Bon, c'est plus ou moins la moitié évidemment, mais 70 watts pour un projecteur de cette luminosité là, c'est vraiment un bon résultat. Alors voilà, il est temps de conclure. Donc si vous cherchez un projecteur portable 4K avec une très bonne luminosité, vous avez ici un très bon candidat. J'en connais pas d'autres, donc même si le prix est un peu élevé, vous ne trouvez probablement pas d'alternative avec toutes ces specs
dans le même produit. Alors à côté de ça, il n'y a pas que la portabilité qui compte. Bon, faut savoir quand même qu'il pèse près de 5 kg, donc la portabilité, oui, mais c'est pas pour se promener avec. Il y a donc une très bonne luminosité, donc j'ai mesuré réellement, donc plus de 2200 lumens avec mon luxmètre. C'est assez rare que les constructeurs respectent en fait ce genre de spécification. Autre avantage, sa consommation. Donc malgré la luminosité, la consommation est à 150 watts au maximum et en diminuant la luminosité de 50%, on arrive vers 70 watts de consommation, ce qui est vraiment très très bien. Il y a 50% dans l'obscurité, la luminosité est largement suffisante. Le son est très puissant et à puissance maximale, il est encore de bonne qualité. Il y a un peu de distorsion, mais c'est quand même vraiment intéressant. Alors dans les autres choses qui sont à classer dans les points forts, je dirais il y a la partie Android TV. Donc la plupart des projecteurs dits intelligents sont équipés d'Android TV, mais l'avantage de celui-ci, c'est que les applications comme Netflix ou Disney+ sont compatibles, fonctionnent donc dès le départ. Il ne faut pas installer une solution externe ou passer par des fichiers à installer manuellement. Donc ça, c'est très bien aussi. Alors la qualité d'image, bon, ça c'est évidemment un critère très important pour les projecteurs. La qualité d'image, je dirais qu'elle est bonne, dans le sens où la netteté est bonne, le contraste est un peu au-dessus de la moyenne, bien qu'il n'est pas extraordinaire. Les couleurs sont pas trop mauvaises, avec un delta E d'environ 5 à 6, j'ai connu pire. Le problème, c'est que si je compare cette qualité d'image au prix de ce projecteur-là, là par contre, j'ai une évaluation un peu différente. J'ai par exemple un Xiaomi Laser Cinema 2 qui coûte 2300 €. La qualité d'image de ce projecteur est bien meilleure que celui-ci, alors que celui-ci n'est pas très très loin en termes de prix. Donc là, il y a un décalage en termes de prix, et je dirais qu'au prix où il est vendu aujourd'hui, le niveau de qualité d'image n'est pas au niveau de la concurrence. Alors, dans les autres choses, il y a le gaming. Donc vous pouvez faire du gaming avec ce projecteur-là, mais pas du FPS en réseau. L'input lag est un peu trop élevé pour ça, mais pour le gaming, je dirais le type gaming casual, ça posera pas trop de problèmes. Vous aurez la possibilité de pouvoir jouer même à l'extérieur si vous voulez avec votre projecteur. À condition de ne pas jouer un FPS en réseau, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Alors bon, je suis content d'avoir testé ce projecteur-là, parce que j'avais jamais testé un projecteur de ce type-là. J'avais déjà testé un projecteur de chez Nebula. Bon, je retrouve cette espèce de qualité Nebula côté premium que j'avais dans mon autre projecteur également aussi. Bon, il y a pas mal de qualité, mais je pense qu'en fait aujourd'hui ce qui lui pose le plus gros problème, c'est son niveau de prix. J'ai eu la chance de l'acheter sur Indiegogo à un prix favorable. Maintenant ce prix est nettement plus élevé, au-delà de 2000 €. Je pense qu'au-dessus de 2000 € c'est un peu cher. Donc, sauf si vous voulez chercher vraiment un portable, attendez que le prix baisse. Parce que par rapport à la concurrence dans ce prix-là, je pense que c'est un peu trop cher. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager et également de lire le test complet sur mon blog. Et n'hésitez pas à poser des questions dans la section des commentaires. Merci.